Bonsoir à tous. Culture chez nous, en direct, c'est la nouvelle série du ministère de la Culture de visites en direct chaque mardi soir, des visites de lieux et d'expositions chaque mardi soir jusqu'à fin décembre à découvrir sur le compte Instagram du ministère de la Culture et aujourd'hui également sur le compte Instagram du MAD Bordeaux, le musée des arts décoratifs et des designs de Bordeaux, car nous y sommes ce soir pour visiter l'exposition Playground, le design des sneakers. Une exposition assez étonnante, assez fascinante, une exposition qui va nous faire revenir peut-être pour certains dans nos années d'adolescence, une exposition qui va nous être présentée par Constance Rubini. Bonsoir à vous. Bonsoir David. Merci beaucoup de nous accueillir et merci d'avance de nous guider dans cette exposition que j'ai eu la chance de découvrir juste avant, qui est quand même assez exceptionnelle et qui m'amène à vous poser une première question. Mais depuis quand est-ce qu'on montre des baskets au musée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas très bien. En tout cas, ça y est, c'est fait. Maintenant, on en montre. À partir d'aujourd'hui, on montre des baskets au musée. Non, mais il y a tout lieu de montrer des baskets au musée parce que la basket est un tel objet culturel et un vrai phénomène de société aussi. Donc, en ça, c'est vrai que pour un musée de design, c'est très intéressant de montrer à la fois quelle culture la sneakers permet de croiser et de fédérer et en même temps quels sont tous les enjeux de design qui sont liés à ce petit objet malléable, mais souvent associé à des grandes entreprises qui véhiculent beaucoup d'argent et donc du coup beaucoup d'investissements et donc des choses très intéressantes du point de vue du design et de l'innovation. Alors on va voir tout ça, mais c'est vrai que puisqu'on parlait de ces questions culturelles dans des musées, alors traditionnellement le musée, bon c'est quoi? C'est de la peinture et des grandes images iconiques qu'on a l'habitude de voir un peu partout. C'est un peu pareil avec nos baskets. Alors là, on a pour ouvrir l'exposition, c'est un peu une timeline pour utiliser un anglicisme. C'est comment dire un peu une frise chronologique de l'histoire de la basket. Exactement. Et on se rend compte déjà juste sur cette première partie qui est les origines de la chaussure que on les connaît toutes ces chaussures. On les connaît tous ces chaussures-là, non? Bah ouais. La Converse 1917, Chuck Taylor. Évidemment la Stan Smith, une paire super connue. Une très ancienne paire Dassler avec des pointes métalliques. Dassler, c'est avant Adidas et Puma, hein, c'était le père d'Adidas et Puma. Une paire de superstars signée par des designers, Chris Evans, qu'on a redécouvert. La Vans, la paire de Vans la plus peut-être caractéristique des paires de skateboard. La Puma Crack, qu'on retrouve aussi derrière sur le podium des Jeux Olympiques en 68, au moment où Tony Smith revendique le Black Panther mouvement. Je m'étonne que vous continuez encore. On pourrait presque s'arrêter. Enfin, je veux dire, il y a encore d'autres baskets à voir. Alors même que rien que celles-ci, elles peuvent raconter déjà une histoire de la basket d'une certaine manière. Et c'est ça qui a été très difficile, c'est qu'on en a sélectionné 40. C'est un petit peu comme si on faisait ces gammes avant de rentrer dans l'exposition. C'est le seul endroit en fait où on est chronologique. Après, on aborde la question plutôt sous plein d'angles de thématiques différentes. Mais là, voilà, on va donc de la Converse à la Daniel Arsham. Donc vraiment une basket très 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 contemporaine et à chaque fois elles ont toutes, comme vous le dites, elles ont toutes des anecdotes incroyables à raconter, la Reebok des années de l'aérobic. On la montre juste, allez, juste celle-là, on va pas toutes les faire, mais il y en a une quand même. Pardon, moi je la trouve pas absolument dingue, mais je crois savoir que vous l'aimez beaucoup. J'adore la Vicious de Rick Owens, elle est incroyable. Elle est un peu grosse, non? Bah oui, elle est un peu grosse, donc elle est un peu en même temps emblématique de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine des sneakers, c'est-à-dire que plus c'est gros, c'est comme les 4x4, hein, c'est quand même des paires énormes. Et puis en même temps, elle est vraiment, on sent que c'est du second degré aussi, et elle a une forme très très significative, très singulière, très sculpturale. Moi j'adore cette paire de sneakers. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le direct du ministère de la Culture, Culture chez nous en direct. Donc chaque mardi soir, on vous présente une exposition, ça dure jusqu'à la fin du mois de décembre. Ce soir, nous sommes au MAD Bordeaux, le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, pour découvrir cette exposition Playground, donc qui nous parle de sneakers, de chaussures de basket. Et bien sûr, cette visite que nous faisons avec Constance Rubini, directrice du MAD Bordeaux et commissaire de l'exposition, on l'a fait aussi avec vous qui nous regardez. Et donc, à ce titre, vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous faire part de vos commentaires, à poser des questions, voilà, à interrompre même les discussions. Et vous allez me voir souvent regarder mon téléphone. J'ai eu une remarque l'autre jour de quelqu'un qui me trouvait fort impoli. Alors voilà, je vous prie de m'excuser par avance, Constance. Autre chose, non, en fait, que vous répondez à des questions. non, je vous assure. Il y a peut-être 1 ou 2 SMS à ma mère, mais avant tout, c'est vraiment vous c'est vraiment juste pour vous trouver des bonnes questions à vous poser. Voilà, si j'ai pas toutes les idées de questions, au moins que les internautes puissent m'aider. Si c'est votre mère, ça va. Voilà. Donc ça s'arrête là, exactement. Donc voilà, vraiment, vous n'hésitez pas
à nous poser des questions sur les baskets. Je crois que ça parle à tout le monde, hein, toutes ces baskets, et je me C'est charge ça. de les transmettre C'est à ça qui est Constance Rubini. intéressant, c'est que quelle que soit la culture qu'on véhicule, quel que soit le domaine auquel on s'intéresse, je pense qu'il y a des paires on voit bien dans le public d'ailleurs, tout le monde s'arrête sur des paires différentes, mais ça parle à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que voilà, ce que vous disiez à l'instant, on a Mickaël Coca, je les ai eus, c'est Vance Damier, on a Barbara Ma qui nous dit les Asics de Kill Bill, Romain Cabirol, Rick Owens avec des grands cœurs. Enfin voilà, c'est évidemment que ça nous parle tout ça. Les waffles. Pardon, un mot sur les waffles parce les premières Nike qui ont, voilà, la mythologie, c'est qu'en fait, il était avec sa femme au petit déjeuner qui faisait des gaufres, le créateur de Nike, et donc il a inventé l'idée comme ça de faire une semelle en moulant dans un moule à gaufres pour remplacer les pics en métal. C'est vraiment vrai ça? C'est vraiment une semelle qui est née de cette idée? Non, Nike aime bien créer des légendes. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a sûrement quelque chose de vrai parce que oui, sûrement qu'il a été inspiré, qu'il a regardé ça, que ça lui a donné des idées. Que la question de mouler plutôt que de clouer. D'accord. Oui, en effet. Mais on aime bien l'idée aussi, on aime bien l'histoire. On aime bien l'histoire, oui. On va continuer la visite. Alors voilà, j'attends que Clémence à la caméra nous rejoigne. Voilà, on continue dans cette deuxième salle. Là, on rentre, ça y est, au cœur de notre exposition. Et cette salle, ce qu'elle nous raconte, c'est que ça paraît évident de le dire comme ça, mais bon, je le souligne. C'est le sport qui est à l'origine de tous ces dessins, quoi. Exactement. Au départ, c'est le sport. Et ça reste le sport encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même s'il y a des tas de sneakers aujourd'hui qui sont plutôt au lifestyle et qui ne sont plus directement liés au sport, les marques de sport continuent à dessiner des sneakers pour des athlètes et à continuer à la recherche vraiment pour le sport. Le sport, au début, c'est parce qu'évidemment, la semelle en caoutchouc, à partir du moment où elle est vulcanisée, enfin que le caoutchouc est vulcanisé, donc il est stabilisé. Pardon, vulcanisé, stabilisé. C'est un procédé chimique qui a permis de stabiliser le caoutchouc qui avant en fait bougeait avec les différences de température, par exemple. D'accord. À partir du moment où on réussit chimiquement à stabiliser ce matériau, il peut être utilisé industriellement. Et là, évidemment, la chaussure s'en empare puisque c'est moins cher qu'une semelle de cuir, c'est plus souple, c'est plus malléable. Et donc, au départ, ce sont des chaussures qui sont dédiées beaucoup au sport. À commencer par le tennis, enfin, ou à commencer ou pas d'ailleurs, non, c'est peut-être pas tennis, chronologiquement, c'est pas une question chronologique forcément. Non, mais c'est vrai que les grands joueurs de tennis ont marqué l'histoire du sport. Et en France, comme ça, c'est pas qu'en France, partout, c'est l'aura de ces sportifs que véhiculent les chaussures de tennis. C'est ce qui amène les marques aussi à créer des chaussures qu'on appelle signature, c'est-à-dire qui portent le nom du sportif. C'est alors la Chuck Taylor pour le basket, mais c'est aussi la Stan Smith, c'est voilà toutes ces paires qui sont associées à l'aura d'un sportif. La sneaker, c'est toujours cette histoire de quand même le succès, l'aura dans laquelle les gens se projettent, que ce soit les enfants ou les adultes, on se projette dans le succès de quelqu'un. Et en achetant les mêmes sneakers, on se dit que peut-être on va réussir. Bon, et ça, on va le voir bien d'ailleurs tout au long. Il y a une salle Michael Jordan que j'espère qu'on va bien avoir le temps de faire, hein, parce que bon, évidemment, on va pas avoir le temps de faire toute l'exposition. On a une visite comme à chaque fois un peu avance rapide, mais qu'on fasse des arrêts, et notamment dans cette salle Michael Jordan tout à l'heure. Avec plaisir. Les sports en question, donc on a le tennis ici, on a le skate, évidemment, le skateboard. Le skate, c'est un peu à côté, hein, c'est un peu une culture particulière. On dit qu'on skate des choses. Donc, et là, c'est tout un design particulier de ce sport qui demande tellement, enfin, qui apporte tellement de frottement, qui use tellement les chaussures que du coup, elles sont faites de façon à répondre à ces questions-là. On a la super paire de Chani Bru, qui est une championne presque olympique, qui est bordelaise, qui nous a prêté ses chaussures. C'est quoi, les Vans? C'est celle-ci. Ouais. D'accord, ok. Girl Gang. D'accord, waouh, trop bien. Elles sont super. Et pardon, c'est une paire qui est quoi, qui est customisée, qui est faite à son, qui est faite pour elle, qui est faite pour elle, d'accord. Spécifiquement pour elle, ouais. On a une première question. Tiens, c'est Son de toi qui nous demande comment est-ce que vous avez choisi ces 40 paires de baskets. Alors là, on revient à la salle précédente, mais très bonne question. Bah ouais, très bonne question parce que ça a été super difficile au départ. Donc moi, j'ai travaillé sur cette exposition avec mon collaborateur Étienne Turnet, et tous les deux, on n'est pas des spécialistes de sneakers. Donc on s'est entouré d'un comité scientifique. Et on a beaucoup travaillé, regardé, interrogé, rencontré beaucoup de gens. On a commencé à faire nos choix et puis on les a soumis au comité scientifique pour savoir si nos choix n'étaient pas naïfs, si c'était vraiment les bons choix. C'était qui le comité scientifique? C'est quoi un comité scientifique? En fait, on l'a inventé. C'est-à-dire que c'est avoir des spécialistes qui peuvent justement, plus que nous guider, en tout cas, répondre à nos questionnements et être sûr qu'on est dans la bonne direction et qu'on n'est pas naïf sur le sujet. Donc, c'est des gens comme Jacques Chassin qui est le grand designer d'Adidas, qui a fait toute sa carrière chez Adidas, qui est une figure... Qui est français, d'accord, qui est français et qui est vraiment un des sûrement plus grands designers de sneakers.
C'est Thibaut de Longeville qui avait fait le documentaire super connu, Le culte des sneakers, qui est peut-être celui qui connaît le mieux en France la partie culturelle hip-hop sneakers. C'est Alexander Tyler, le designer anglais de sneakers aussi, qui lui a designé par exemple le Primeknit. On a aussi Teddy Sanchez, jeune designer qui est à fond dans la culture hip-hop et qui a conçu un film pour nous. S'approcher en même temps. Enfin, mais je voulais pas vous couper, c'était juste pour approcher cette belle voilà, vitrine. en tout Mais cas, d'accord, ce sont Pierre voilà, il y a Deroux, tous ces mondes-là qui. aussi, qui est lui journaliste économique. Donc en fait, on a demandé à des gens de faire partie du comité selon aussi leur spécialité. Donc un journaliste économique, un designer, pas documentariste parce qu'en fait il est producteur, Thibaut, mais voilà, des gens qui avaient des connaissances un peu particulières sur le domaine de la sneaker qui est énorme. C'était toute la difficulté de cette exposition, c'est d'embrasser un sujet aussi large. Alors là, on continue dans les sports. Une pyramide dédiée aux Jeux Olympiques, puisqu'évidemment, c'est beaucoup les Jeux Olympiques qui ont porté aussi leur de ces sportifs. Et donc là, on retrouve des paires signées par Usain Bolt. Bon, j'adore cette paire, elle me fait rêver. J'ai un souvenir tellement magnifique de la course d'Usain Bolt. Mais donc voilà, vous l'associez aussi... vraiment directement. La paire vous fait rêver va. autant qu'Usain Bolt, quoi. Ah bah. Ouais, non, mais c'est marrant. Là, en plus, c'est vraiment des paires qui sont signées. On a la paire de Zatopek aussi, qui est le héros du livre des Schnoz Courir. Plus récemment, Kipchoge, avec la Vaporfly, c'est cette fameuse paire de Nike qui a décrié, dont on a énormément parlé parce que Adidas a essayé de la faire interdire aux Jeux Olympiques. Ah bon? Parce que tous les marathoniens qui la portaient en fait gagnaient du temps. Ah bah d'accord, ok. C'est un peu comme l'histoire des maillots de bain dans la natation, quoi. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire qu'elle a une technologie qu'on maîtrise. Évidemment, on n'en sait pas exactement les secrets, mais en tout cas, elle fait gagner un millième de. D'accord. Pas un millième de secondes, je crois que c'est moins, mais c'est déjà trop pour Adidas. Très bien. Adidas accepte. Donc voilà, on a plein de paires là, c'est des chaussures d'escrime, bobsleigh. Enfin voilà, on réunit des sports très différents et on voit bien que selon le sport, évidemment, le dessin de la chaussure change complètement. Parce que c'est ça qui est intéressant. On parle de sneakers comme si c'était un thème générique, mais c'est vraiment un objet de design. Et donc on voit que à chaque fois, l'enjeu des marques, c'est d'être au plus près des besoins de l'athlète, de l'accompagner pour évidemment qu'il aille de plus en plus loin et de plus en plus fort et qu'il gagne des médailles. D'où les différences. Enfin, ouais, là, c'est ce qu'on voit bien ici avec des chaussures quand même très différentes de l'une à l'autre. Si vous prenez celle-ci, par exemple, ça, c'est des chaussures de Formule 1, donc c'est Puma pour Michael Schumacher. La chaussure, elle est très, très étroite parce qu'évidemment, il faut que le pied passe d'une pédale à une autre sans gêner. Et puis, elle a une semelle très, très fine parce que là, c'est pareil. Ce qu'il aime, c'est sentir le vombrissement de la voiture, en fait, sous le pied. Alors que si vous prenez une chaussure, par exemple, d'escalade, celle-ci, là, c'est tout le contraire. La semelle, évidemment, elle est très enveloppante, elle est en caoutchouc, elle est très, très large au talon, parce qu'au contraire, il faut là s'appuyer sur le talon et que ça... J'avais aussi... Juste un mot, pardon, vous avez dit de Michael Schumacher, il aime sentir. C'est vraiment Michael Schumacher qui est... c'est en général les coureurs de Formule 1. D'accord. Parce que celle-ci, elle est très, très semblable. Vous voyez, elles ont des semelles très, très fines, alors que pour d'autres sports, notamment là, l'escalade, la semelle est très, 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 très enveloppante. Il y a des chaussures ou sneakers de boxe aussi, le modèle de Mohamed Ali, donc ça c'est complètement mythique. Les chaussures montantes, ça c'est Mohamed Ali, oui. Les chaussures de football de Pelé, le roi Pelé. Alors, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous souvenir ou connaître le roi Pelé, mais c'est dans les années 70. J'ai la référence, ça va. Une star française incroyable du foot. Aujourd'hui, peut-être qu'on est plus fiers de montrer celle de Griezmann. Ah oui. Voilà, et puis la Super Atom de cette-ci aussi qui est un modèle incroyable. Et toutes ont des formes et des exigences très différentes qui correspondent évidemment au sport et au corps de l'athlète. On a vraiment beaucoup de messages. C'est marrant parce que je crois que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup et n'hésitez pas évidemment à nous, au-delà des questions aussi, de nous dire de votre côté quelles sont les baskets qui vous ont marqué, quelles sont celles que vous avez aimé porter au collège pour certains, mais pas que. Finalement, on va le voir un peu plus tard dans l'expo. C'est que c'est quelque chose de très sérieux aussi, la basket et la sneaker. C'est pas de la rigolade ici, on fait des choses sérieuses. Je vois très bien. Et ici, je précise pour Teresa qui nous demande où est-ce qu'on est. Nous sommes à Bordeaux, au MAD Bordeaux, le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux. Et donc, nous visitons l'exposition Playground, le design des sneakers. C'est ça. J'hésitais entre sneakers, basket, oui, parce que tous ces mots là. D'hésiter parce qu'en fait, c'est l'un ou l'autre, c'est que ça veut dire la même chose en fait. Sneakers, on a préféré choisir ce mot parce que au départ, le nom vient des gardiennes de prison qui est sneak. Sneaker en anglais, ça veut dire marcher aller sans bruit. Et donc les gardiennes avaient ces chaussures en semelle de caoutchouc pour pas se faire entendre.
Et du coup, on disait qu'elle sneakait around. Et donc, du coup, voilà, l'allusion, puisqu'on est dans une ancienne prison ici, on a choisi plutôt sneakers que basket, mais on aurait pu dire basket. On est dans une ancienne prison. J'en profite pour dire, vous nous suivez actuellement en direct sur les comptes en effet du ministère de la Culture et du MAD Bordeaux. Si vous revenez demain en rediffusion, ou alors pour ceux qui nous regardent actuellement tout de suite en rediffusion, il y a un petit bonus à la fin, donc qui ne sera disponible qu'en rediffusion, dans lequel on vous fait une petite visite du bâtiment. On l'a tourné juste avant, voilà, et donc on parle effectivement de ce lieu-là où nous sommes, qui est une ancienne prison. Un mot très rapide, on va peut-être pas avoir le temps d'y rentrer, je suis vraiment désolé parce qu'on doit faire des choix, mais voilà, parmi les différentes salles. Mais ça, c'est plutôt c'est là où on montre en fait qu'avant les années 80, avant le grand boom des sneakers, ceux qui portent des sneakers, c'est des gens qui sont un petit peu en dehors, dans les marges, en rupture avec les codes de la société. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la danse des gens comme Trisha Brown, Yvonne Rainer, ces danseurs qui veulent rompre en fait avec la danse moderne ou la danse classique et qui décident de rompre aussi avec l'esthétique que cette danse véhicule et qui veulent être au plus près du quotidien, décident de danser en sneakers. Donc ça, c'est des films très très belles scènes qu'on montre. Il y a aussi voilà. Oui, parce que c'est pas on n'est pas on n'est pas encore sur le hip-hop et compagnie non, là. non, justement. Là, c'est vraiment avant le hip-hop, c'est dans les années 70. Et à ce moment-là, dans les années 70, normalement, on porte pas des sneakers si on n'est pas sur un terrain de sport. Ouais. Et donc, on a montré que si, par exemple, vous avez la photo de Mick Jagger aussi, Mick Jagger, il se marie avec des sneakers aux pieds. Qui d'autre que Mick Jagger pourrait se marier dans les années 70 avec des sneakers? C'est une façon d'un peu être en rupture avec les codes bourgeois, avec les codes des parents, avec les codes de la société en règle générale. Et là, en revanche, on arrive cette fois sur une autre forme de danse qui représente plus largement toute une culture, en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment la culture qui est le plus associée aux sneakers et à l'explosion des sneakers. Parce que dans ces quartiers, ces gamins, que on soit dans le Bronx, près de New York ou à Harlem, évidemment, ils n'ont pas un centime, mais ils n'ont pas du tout accès à la culture mainstream. Donc, ils vont s'emparer de la sneakers qui coûte pas cher du tout et qui, grâce à sa semelle très souple, leur permet à la fois de traîner dans les quartiers, comme on voit sur les images, de breakdancer, comme on voit aussi sur les images, et puis ils trafiquent les lacets, ils les dessinent, ils les customisent, et du coup, ils créent vraiment un style, une mode, qui va partir de leur quartier et qui va déferler sur le monde entier. Et c'est intéressant parce que vraiment la pyramide s'inverse à ce moment-là. C'est pas l'élite qui crée la mode, c'est vraiment ces gamins du Bronx et de Harlem qui vont faire de la sneakers l'objet le plus emblématique culturellement, leur mode à eux, singulière, et aujourd'hui une mode bien largement partagée. On est dans les années 70, hein, c'est ça? On ici. est fin 70, début 80. Voilà. Est-ce que c'est l'engouement qu'on a aujourd'hui pour la sneakers? Est-ce qu'il était même peut-être plus fort avant, plus authentique, j'ai envie de dire, alors qu'aujourd'hui, ça serait peut-être plus un hobby de collectionneur, ou alors au contraire, ça va croissant? Non, je sais pas. Je pense que ceux qui ont toujours adoré les sneakers dans ces années-là continuent à être incroyablement fervents de sneakers. On le voit là, on a beaucoup de collectionneurs qui nous ont prêté des paires dans l'exposition, et c'est vraiment des gens vraiment fans. Et ils ont des milliers, des centaines, j'exagère pas quand je dis ça, de paires chez eux. Ouais, c'est un peu dingue. Okay. Il y en a même qui ont des salles entières remplies de sneakers. Non, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces années-là, c'est peut-être plus confidentiel, et que à partir du tournant des années 80, avec vraiment le démarrage du hip-hop en 83, 84, là, les sneakers sortent de leur confidentialité, et donc c'est moins des groupes qui sont comme ça entre eux, qui s'échangent, qui rivalisent entre eux avec ce qu'ils ont au pied, et ça devient beaucoup plus grand public. Alors, pardon, mais dans notre visite en accéléré, mais voilà, on va prendre le temps quand même de s'arrêter dans quelques salles évidemment, mais là on est dans un tout autre monde. Je dirais pas que j'ai découvert ça avec cette exposition, parce que je sais d'une certaine manière que la sneaker s'intéresse aussi à la mode, mais finalement vous nous dites que c'est quelque chose de conséquent et de notable. C'est pas Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça démarre assez tôt. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas une marque de luxe qui n'a pas sa paire de sneakers, parce que je pense que sinon, elle perdrait une clientèle qui est la clientèle jeune. Mais c'est très amusant de voir que dès la fin des années, enfin, au milieu des années 70, des gens comme des grands créateurs comme Issey Miyake et puis tout de suite derrière Karl Lagerfeld ont compris en fait qu'il était en train de se passer quelque chose dans les quartiers, que dans les groupes de rock ou dans tous ces l'underground en fait, il y avait une chose très forte qui arrivait avec les sneakers, et que si eux faisaient se rencontrer cet univers-là avec l'univers du luxe, alors il y avait un potentiel créatif très intéressant. Vous parlez du potentiel créatif, tout à l'heure vous disiez c'est pour pas se couper d'un marché. C'est deux choses quand même distinctes. Non. Je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment un potentiel créatif. C'est-à-dire que je pense que Lagerfeld, il se dit vraiment, waouh, qu'est-ce que ça va faire de faire se rencontrer l'underground avec le luxe. Et là, et ça marche, et ça va prendre après un tour énorme. Et les marques aujourd'hui font des sneakers toutes
je pense parce qu'en effet, elles peuvent pas louper ce marché. Mais au départ, c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment dans ces années 60, on va dire là, on est en 76. C'est vraiment plutôt comprendre qu'il y a une chose qui est en train de se passer, un peu dans les quartiers, dans les marges, et que peut-être il faut aller chercher là, et pour que ces deux univers se rencontrent, que deux univers pareils qui se rencontrent, bah, c'est explosif, en fait. Et alors, on a toujours des questions avec beaucoup qui nous viennent. Alors, bon, juste une question très pratique pour Decasic qui nous demande si le musée est déjà ouvert au public. Le musée rouvre le 15 décembre, donc c'est très bientôt. Ouais, on profite en attendant d'Internet, voilà, et d'Instagram pour faire cette presque ouverture. C'est ça, grâce mais à voilà, vous, on est un peu ouvert en avant-première. C'est vrai que ça nous tarde d'ouvrir. Et effectivement, et voilà, dès le 15 décembre, et pour ceux qui sont dans le coin, évidemment, vraiment, on vous invite à y venir. Et une question, deux questions très concrètes. Étienne qui nous demande si les chaussures de boxe qu'on a vues tout à l'heure ont été portées par Mohamed Ali. Ouais. Absolument. Waouh, incroyable. Celles que vous avez ici, celles que vous... La plupart, elles sont très souvent signées. En fait, elles sont prêtées par des musées. Donc, c'est le musée olympique de Lausanne ou c'est un musée en Angleterre. Donc oui, ce sont des paires qui ont souvent été collectionnées et sont rentrées dans les collections muséales parce qu'elles avaient justement appartenu à l'athlète pour lequel elles avaient été dessinées ou destinées. Et alors, une deuxième question, et là, je vous pose une colle, je ne sais pas si vous l'avez révisée juste avant, mais on nous demande, attention, quand ont été fabriquées les premières baskets? C'est Marie-Rose qui nous demande ça. Au milieu du 19e siècle. En fait, les premières, c'est peut-être dans les années... Au milieu du 19e. Oui, absolument. Du 19e absolument, siècle, absolument. Peut-être que les premiers essais, c'est autour de 1830, 1840, et puis après... Donc avant ce bâtiment-là. Avant le bâtiment, exactement. Avant le bâtiment dans lequel on est, très bien, ok, d'accord. Mais autour de 1850 arrive le procès de vulcanisation dont on parlait rapidement tout à l'heure. Et donc les vrais sneakers industrialisés, c'est dans la seconde moitié du 19e et c'est surtout dans les pays anglo-saxons. En France, on arrive un peu plus tard, au début du 20e siècle. Et une dernière chose, c'est Littérature au centre qui rebondit sur votre. Tout à l'heure, vous parliez de Jean Echnoz qui a écrit donc ce livre Courir et qui parle donc de Zapotec, qui est exactement, un coureur tchèque, qui était un personnage incroyable parce qu'en fait, il a été enrôlé comme ça dans le sport avec les jeunesses communistes et puis il a remporté, dès qu'il a fait les premiers Jeux Olympiques, il a remporté d'un coup trois médailles et c'était une figure incroyable. Et le roman d'Echnoz est magnifique. Malheureusement, il termine sa vie de manière un peu triste. En tout cas, c'est un roman magnifique. Mais voilà, il y a de ça en tout cas aussi dans cette exposition, c'est qu'on revient un peu sur toutes ces références-là. Et Littérature au centre qui nous rappelle que effectivement, et Littérature au centre, pardon, qui nous rappelle juste que le spectacle est que ça a été adapté sur la scène et que le spectacle est très intéressant. Absolument, voilà, c'était pour faire un pont un peu entre toutes les cultures aussi. Parce que c'est la richesse de cette expo, c'est ce qui nous a intéressé quand on l'a préparé. C'est qu'en fait, on va de la littérature à la danse, à la mode, aux technologies, au hip-hop, on croise énormément de cultures, c'est ça qui fait la richesse et c'est aussi pour ça que c'est grand public. C'est-à-dire que plein de gens s'y retrouvent parce qu'ils s'intéressent à des domaines différents. Vous parlez de hip-hop et alors là, on est dans une salle quand même assez incroyable. Et bon, c'est vrai que le temps file et il est déjà 19h23, je vois. Alors voilà, on a encore une minute, mais on peut pas, on peut pas faire l'économie de Run DMC. Ah non, c'est donc Run DMC, c'est ça, rappelons ce groupe new-yorkais du coup donc qui arrive sur la scène de hip-hop et qui est tout de suite il remporte des succès fulgurants. Et voilà, la petite histoire fait que dans leur quartier, on les critique parce que il y a un révérend qui les critique auprès des jeunes parce qu'ils sont avec leur chaîne au nord et qui portent surtout leurs sneakers avec la semelle relevée comme le faisaient les prisonniers. Et donc, ils sont attaqués sur ce plan-là. Et eux sont très choqués parce qu'au contraire, ils ont l'impression qu'ils sont un exemple. Oui, vous voyez. Pardon, je vous coupe, je suis désolé, mais parce que là, c'est dans ce film, il y a vraiment cette scène qui est quand même quelque chose d'assez magistral. Donc, Run DMC a ce morceau qui s'appelle My Adidas. My Adidas au pied, le succès est arrivé, micro en main, j'ai remporté le succès. Voilà. Et là, il y a ces grands concerts. On est à Madison Square Garden de New York. Et tout le public enlève sa chaussure et la porte. Ils disent, voilà, My Adidas, ils chantent cette chanson et ils disent au public, ceux qui ont des Adidas au pied, levez-les. Et là, 20 000 personnes lèvent leur Adidas. Et Adidas comprend qu'en effet, il est en train de se passer un phénomène raz-de-marée. Et donc, il signe avec Run DMC le premier contrat, en fait, qui n'est pas un contrat avec un sportif, parce que jusqu'à présent, les marques signaient avec des sportifs, c'était ces fameuses paires signatures dont on parlait tout à l'heure. Et là, pour la première fois, ils signent avec une star de hip-hop, donc on n'est plus du tout dans le sport, mais on est toujours dans le star.
Enfin, dans les stars, en tout cas. Ce que nous montre Thomas à l'instant à la caméra. Donc là vous, pour revenir sur le point très pratique, vous avez récupéré, vous, c'est le contrat original. Absolument, prêté par Thibault de Longeville, qui est ce connaisseur dont on parlait, qui faisait partie du comité scientifique et qui connaît, voilà, qui culturellement, qui a réuni énormément d'archives et de documents sur l'histoire des sneakers. Non mais bon, écoutez, moi franchement, je suis pas un fan de sneakers, mais c'est quand même assez exceptionnel cette exposition. En fait, j'imagine que parce que ça aborde plein d'autres sujets. Non mais bon, alors il y a ça évidemment, mais alors j'imagine quelqu'un qui est fan de sneakers, cette exposition, je veux dire, on est au-delà de l'échelle juste nationale. Là. Enfin, pour le monde entier de la sneaker, ça s'intéresserait à cette exposition, Ouais, j'imagine. c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour faire circuler l'exposition, mais bon, il y a plus de 80 prêteurs, donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut que tous les 80 prêteurs acceptent. Et puis, on les a déjà beaucoup sollicités parce que premier confinement, deuxième confinement, les dates ont beaucoup changé. Donc bon, on verra si elles circulent. Mais c'est vrai qu'on a des demandes. Bon, et en tout cas, voilà, Muriel qui nous dit génial comme expo, merci, incroyable, merci de la part d'Étienne, Wild Gouda, merci aussi, enfin voilà. Et Stella qui nous demande où est-ce qu'on est. Nous sommes, je le rappelle, au MAD de Bordeaux, le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, en compagnie de Constance Rubini, directrice du musée et commissaire de l'exposition Playground, le design des sneakers. Une exposition assez fascinante, on l'aura compris. Une exposition qu'on visite un peu au pas de course. On n'a pas le temps de rentrer dans cette salle parce que vraiment, voilà, on a moins de 10 minutes là pour terminer la visite. Ce qui se passe ici, c'est qu'on raconte qu'il y a une bourse sneakers. C'est qu'en fait, les sneakers, c'est comme un objet incroyable parce que c'est à la fois le petit pain au chocolat et le lingot d'or. Elles peuvent valoir 70 €. Ah oui, c'est ça. Et puis elles peuvent valoir 15 000 € les sneakers. Et les mêmes. Et aujourd'hui, certains gamins rêvent de chaussures, des baskets qui coûtent ce prix-là, mais aussi tout le monde met des chaussures, voilà, les Stan Smith. Sauf vous, Constance Rubini, si je puis me permettre. Moi, j'observe. Moi, j'observe les sneakers. J'ai besoin d'un peu de recul pour comprendre ce qui se passe. Bon, cette salle, on peut pas la louper. Non, s'il vous plaît, on va y rentrer quand même. Certes, le temps file, mais voilà, j'imagine que là, on est aussi, je sais pas, c'est un tournant dans l'histoire de la sneakers. En tout cas, c'est un marqueur, forcément. C'est un marqueur énorme pour deux raisons. Voilà, d'abord, cette fois-ci, Nike signe avec cette espèce de superstar. Enfin, à l'époque, il n'est pas encore une superstar, il est en devenir, mais il va devenir une superstar. Et là, en fait, c'est une co-marque, c'est-à-dire que le Nike disparaît. Vous voyez, d'ailleurs, il n'y a plus le logo de marque. En tout cas, sur certaines, il n'y a plus le logo de Nike, mais c'est la marque Jordan. Donc, c'est toujours Nike, même s'il n'y a plus le logo? Oui, c'est-à-dire que c'est une marque Nike qui co-signe avec Jordan une marque. C'est la première fois que ça existe dans l'univers du sport. C'est le premier à co-signer comme ça une marque, à tel point que presque il fait disparaître par endroits le logo de Nike. Et donc là, avec la première de toute la série, parce qu'il y a une série énorme, et la première dessinée par Peter Moore, qui était un peu celui qui a créé l'identité de marque de Nike. Et c'est intéressant parce que vous voyez qu'elle est rouge, ce qui était complètement interdit par la NBA. Mais volontairement, il s'est dit Nike, c'est l'irrévérence. Michael Jordan, c'est aussi des révérences. Il faut qu'on fasse ce qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est comme ça qu'on va parler de nous et c'est l'image qu'on va imposer au monde. Donc la NBA, à chaque fois, leur donnait des amendes et des amendes et des amendes et Nike devait payer. D'accord. Mais c'était pas grave parce qu'ils ont gagné tellement de popularité comme ça et ils ont ancré cette image un peu folle et révérencieuse. Et puis, bien sûr, toutes les autres dessinées par Tinker Hatfield. Tinker Hatfield, qui est le grand designer connu dans le monde entier, pour le plus grand, sûrement le plus grand designer de sneakers, qui a dessiné beaucoup de modèles superstars, dont les Air Max. Tinker, vous dites? Hatfield. Tinker Hatfield, donc c'est le grand designer américain, c'est ça? Pour Nike, qui a fait toute sa carrière chez Nike. Exactement. Et qui est architecte de formation. Absolument. J'aime bien le noter. Et non seulement il est architecte de formation, mais en plus, c'est d'après la petite histoire, tu vois, en tout cas, c'est ce qu'il m'a raconté au téléphone, c'est que c'est après avoir visité le centre Pompidou qu'il a eu l'idée de faire sortir la bulle d'air des chaussures Nike, des chaussures Air. Parce que l'air, en fait, était dans la semelle depuis 78. C'était une innovation qui avait été faite par quelqu'un qui avait travaillé à la NASA, un ingénieur. Et lui a l'idée de rendre cette bulle d'air visible. Ce qui a paru au marketing complètement dingue. Au début, tout le monde a crié en disant « vous êtes fous, les gens vont paniquer, ils vont se dire que c'est un gag, qu'il n'y a rien dans la semelle, que c'est super dangereux ». Et en fait, lui, il a tenu bon en disant « mais non, c'est la transparence, c'est génial ». Et ça a été le succès qu'on connaît et qui n'est pas démenti depuis parce qu'aujourd'hui, la bulle d'air prend toute la semelle.
Donc, attendez, vous nous dites, pardon, moi je suis resté sur ce que vous avez dit Alors, juste c'est avant. celle-ci. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que vous avez dit que c'est en voyant le Centre Pompidou qu'il a eu Oui, cette idée-là. Le Centre absolument. Pompidou, ce bâtiment C'est ce à qui- Paris Voilà, la de Richard transparence, Rogers en et Renzo fait. Piano, où la structure, comment dire, tous les réseaux sont à l'extérieur du bâtiment, sont assumés. C'est ça. C'est ça qui donne C'est l'idée. ça. Alors C'est ça, ça, je le c'est garde cette en idée tête. de transparence qui lui a donné l'idée de faire sortir la bulle d'air. Alors ça, on va en reparler dans une semaine, parce que figurez-vous que dans une semaine, Culture chez vous, ça se passe au Centre Pompidou, Ah ben justement. On voilà, va faire une voilà. visite des collections permanentes avec le commissaire Bernard Blisten. Et donc voilà, je vais lui demander à Bernard Blisten s'il est au courant de cette histoire-là. Je suis sûr que non. Voilà, je vais peut-être pouvoir Aïe, 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 réussir à... j'espère que je n'ai pas tendu un piège à Bernard Michel. Non, mais ça c'est. Voilà. En tout cas, merci pour voilà, L'anecdote. exactement pour l'anecdote qui va faire la transition. Écoutez, on va. Oh là là, je sais pas par où. Il y en a Bon, partout, on fait hein, on fait un tour des là-dessus collabs. et on va arriver bientôt à la fin. Mais voilà, juste un mot parce que c'est cette question de la collaboration, les collabs. Ouais, ce qu'on appelle les collabs, c'est sans fin aujourd'hui parce que personne n'est capable de dire combien il y a de collabs qui sortent par mois, par semaine, même presque par jour. Il y a des collabs avec des marques, il y a des collabs avec des magasins, il y a à chaque fois des nouveaux invités. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait bien sûr traiter du sujet, mais qu'on allait prendre un peu une sorte de contre-pied en prenant une chaussure. Donc c'est celle-ci, c'est la Air Force One entièrement blanche avec juste le slosh qui était gris au départ, qui est comme en fait une page blanche qui a suscité un nombre de collaborations énormes, voilà, qui sont présentées ici. D'accord. Donc, Et voilà, encore c'est une fois, comme- c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est voilà, ce ne sont pas que des sportifs. Je vois Zippy, le DJ français, mais il y a aussi plein de gens qui tout le sont monde. invités, des chanteurs, des designers, des gens de la mode. Aujourd'hui, il y a des collabs qui se font tout le temps, tous les jours et dans toutes les villes. C'est même, moi, j'ai beaucoup demandé aux gens d'Adidas de me dire, mais il y a combien de collabs qui sortent par an? Ils savent pas. Et on En va pas fait. le savoir parce que Non, ils n'arrivent d'accord. pas à Ok. savoir. Alors voilà, bon, ben là, plein de. Bon, on est quand même dans un musée du design, hein, donc forcément aussi C'est toutes ça. ces questions-là de la fabrication Ouais, qui est très sont, intéressante sont parce qu'il y a traitées. beaucoup d'innovation. Innovation portée à la fois par les grandes marques, mais aussi par des jeunes designers, par des étudiants en design. Donc là, c'est intéressant parce on les met tous au même niveau, parce qu'ils apportent tous une création incroyable et beaucoup de nouveautés dans la conception et le design, la fabrication, par exemple comme les Prime Knit, du tricotage en 3D qui a complètement révolutionné la conception de la sneakers, puisque évidemment avant c'était 15 morceaux qu'on devait coller ou assembler, et puis grâce à ce système, et ben aujourd'hui le upper, c'est-à-dire la partie du dessus, n'est fait qu'en un seul morceau. Ah oui, il n'y a pas Donc, c'est il y a pas de vraiment couture, intéressant. quoi. Voilà, il y a D'accord, pas de ok. couture. Incroyable. C'est vraiment des innovations qui transforment complètement la conception de la sneaker. La bulle d'air qu'on a vu tout à l'heure, la fameuse bulle d'air de la Nike Air, c'est la Ouais. première de ces innovations-là, ou disons que c'est une innovation marquante en tout cas. Bah, peut-être que la première, ce serait celle du caoutchouc. Ah oui, la déjà, vulcanisation bien sûr, du caoutchouc. Et puis après, oui, la R, c'est une des premières et une des plus marquantes. Et surtout, ce qui est intéressant avec la R, c'est qu'en fait, cette innovation arrive en 78 et qu'aujourd'hui encore, elle est une des stars de l'innovation. À côté du Boost, ce matériau qui apporte des mousses avec plus d'amorti et plus de rebond d'énergie. On a un mot très gentil là qui nous vient de. Pardon encore, hein, je suis Non, toujours non, en train de mais regarder allez-y, de j'aime pas bien, regarder j'aime mes bien. SMS, mais bien de lire les commentaires. Et on a Stéphane. Alors pardon, mais je me permets de vous le dire. Madame Rubini Bordeaux a beaucoup de chance de vous avoir comme directrice du MAD. Toujours de belles expositions. Écoutez, moi Qu'est-ce c'est que la c'est première fois que je gentil, viens qu'est-ce et que c'est c'est vrai que gentil. c'est assez Moi, j'ai beaucoup impressionnant. de chance d'avoir des bons spectateurs. Un mot sur cette sur cette dernière partie de l'exposition parce Alors, oui. pour reprendre notre discussion de tout à l'heure que voilà on parle de la C'est basket éthique et écologique et je vous ai regardé avec un air un peu dubitatif tout à l'heure Bien parce sûr. que j'ai du mal un peu à y croire pour être tout à fait honnête. Voilà. Non, mais vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on pose la question. Et ça a été aussi le parti pris du scénographe Mathieu Lehanner, qui a donc conçu toute la scéno de l'exposition et qui nous a dit cette fin, on veut le faire comme un espèce d'énorme workshop. Parce qu'en fait, les questions sont posées. Elles sont obligatoirement posées. Parce qu'aujourd'hui, les marques ont bien compris que si elles ne faisaient pas face à cet enjeu, elles allaient perdre toute leur clientèle et tous leurs acheteurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'une sneakers éco-responsable? Est-ce que c'est comme déjà des sneakers qui sont fabriqués avec des éco-matériaux, des matériaux éco-sourcés? Est-ce que c'est Fago qui comprend bien que son bilan carbone n'est pas terrible, mais qui du coup dit qu'à chaque paire achetée, on plante un arbre? Est-ce que c'est EcoAlf qui... Oui, non, mais c'est des questions qui sont posées et c'est sûr que bon, à partir du moment où on est dans une fabrication de série, ça pose quand même un certain nombre de questions. Mais en tout cas, c'est intéressant et nous, c'est pour ça qu'on l'a montré comme ça, avec plutôt plein de questionnements, en fait, plutôt que il y a aucune certitude là. C'est plutôt comment aujourd'hui on peut faire des choix peut-être un petit peu plus éthiques que d'autres. Ecoaf, cette marque espagnole aussi intéressante, qui finance des pêcheurs, qui donc du coup rapportent
poissons, mais beaucoup de plastique aussi des océans. Il y a un petit film qui est presque un peu effrayant hein, quand on le voit. On voit le filet de pêche se déverser et là il y a plus de plastique que de poissons. Et donc à partir de ces plastiques, en fait, ils sont transformés en fils et puis tissés pour faire des sneakers. Voilà, ça c'est ces sneakers d'Ecoalf qui sont donc le dessus est fait en plastique récupéré dans les océans et la semelle un matériau à partir d'algues. Bon, elles sont chouettes, elles sont belles, elles sont bien designées. C'est quand même intéressant. Après, vous dire en effet que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, ce qu'il y a de mieux, ça serait de pas porter du tout pieds nus, barefoot, comme disent les Anglais. Et une dernière question, tiens, puisqu'on en est là, et je ne sais pas si, en tant que commissaire de ces expositions, vous avez la réponse, mais qu'est-ce qu'il en est de la durabilité? Parce que c'est vrai que finalement, quelque chose aussi qui joue avec une basket éthique, écologique et tout ce qu'on veut, c'est peut-être d'en produire moins et donc peut-être d'avoir des baskets qui durent un peu plus longtemps. Quand même, la sneakers, pour moi, c'est un peu la basket interchangeable. C'est ça, dans mes souvenirs, elle durait. J'exagère et c'est pas vrai, mais elles duraient pas très longtemps quand j'étais au collège, mes sneakers, quoi. Elles peuvent durer parce que moi j'ai des vieilles Converse que j'ai depuis des années et je continue à les mettre dans des couleurs qui n'existent plus aujourd'hui. Je suis bien contente, tout le monde me dit ouais, elles sont vachement belles. Bah oui, mais en même temps il y a tout le travail du marketing qui est fait pour que justement on achète des nouveaux modèles, pour que justement on les collectionne. Plein de gens que vous connaissez sûrement, peut-être même vous n'êtes pas particulièrement fan de sneakers et pourtant vous en avez peut-être 3 dans votre placard. C'est vrai, et j'en ai mis ce soir. Moi j'en ai pas mis ce soir, mais j'en ai 3-4 paires dans mon placard aussi, dont des Ecoalf maintenant. J'avais prévu le coup, je savais qu'on allait en parler. Un mot peut-être, parce qu'on a quand même un super beau catalogue qui accompagne l'exposition. Si ça serait compliqué, c'est compliqué effectivement. Alors de voir l'exposition en ce moment, c'est pas possible jusqu'au 15 décembre. Il faut attendre le 15 décembre, la réouverture du musée. Mais quand bien même, l'expo termine le 10 janvier, et c'est vrai que c'est pas forcément le délai est très court, on va dire. Donc il y a ce catalogue qui est quand même une grosse bible sur la sneakers. C'est vrai. Le design a été fait par Anna Toussaint, qui est une jeune graphiste qui a fait un boulot vraiment superbe, avec des photos d'un grand photographe anglais aussi danois en fait qui habite en Angleterre, qui sont magnifiques. Et puis des textes. On a demandé des textes à plein de gens différents, plein de spécialistes de points de vue différents, qui apportent des points de vue différents. Et je pense que c'est vraiment un beau livre sur les sneakers. Enfin bon, je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Moi, je suis sûr que. Alors, je l'ai pas lu. Autant j'ai vu l'expo et j'ai eu beaucoup de plaisir à la visiter. Alors, le livre, j'attendrai pour en dire autant. En tout cas, c'est une super visite. Merci mille fois. Si vous nous regardez, avec grand plaisir. Et si vous nous regardez en direct, la visite s'arrête ici. Pour les autres, en rediffusion, on vous a préparé un petit bonus, le bonus architecture, c'est comme ça qu'on a appelé ça, pour présenter rapidement le bâtiment dans lequel on se trouve. On l'aura compris, cette ancienne prison est assez étonnante et elle voisine un hôtel particulier qui est tout aussi étonnant. Et qu'est-ce qu'on a devant cet hôtel particulier? Parce qu'on est au Mat Bordeaux et on fait rien comme ailleurs ici. On a ces vieils hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Et vous n'avez trouvé rien de mieux à mettre dans la cour qu'un playground, un terrain de basket. Exactement, du coup. Voilà. Exactement. Donc on vous en fait la visite. Ça, c'est le petit bonus qui arrive. Venir voir des baskets, c'est une chose, mais venir jouer au basket, c'est bien aussi. On peut venir jouer au basket d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il est là le terrain. D'accord. Tous les après-midi, c'est ouvert, c'est gratuit. Les gens viennent avec leurs ballons. Alors nous, on a des ballons qu'on prête. Et c'est vraiment ça l'idée, en fait. C'est que ça devienne un lieu de vie et les gens viennent jouer au basket et après ils viennent voir l'expo. Très bien. Voilà. Ça, c'est à découvrir dans le petit bonus qui arrive juste après. Mais d'abord, quelques mots pour rappeler la réouverture. Oui, parce qu'on est dans Culture chez nous en direct, mais juste, on se rappelle que les disquaires et les librairies ont rouvert, mais bientôt, le 15 décembre, si tout se passe bien, ce sera autour des salles de cinéma, des théâtres et des musées, l'occasion de découvrir de nombreuses expositions partout en France. Alors, on vous présente celle-ci au Mat Bordeaux, mais si on veut rester dans la thématique, il y en a d'autres, notamment à Paris, exposition sur Christian Louboutin au Palais de la Porte Dorée. À Lyon, une exposition au musée des tissus sur Vivienne Westwood. Également l'exposition Luxe au musée des arts décoratifs de Paris. Et puis toujours de très nombreuses initiatives à suivre sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture, sur le site web culturechez-nous.gouv.fr et partout sur la toile avec le hashtag Culture chez nous. Merci beaucoup, Constance Rebelli. C'était un vrai plaisir. Merci également. Content de vous recevoir. Alors là, il est partagé et je suis sûr qu'on reviendra parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de bonnes expos par ici. En tout cas, moi, ça a attisé plutôt ma curiosité. Merci à toutes les équipes du MAD, Karine Dalagnol, Annabelle Sapi. Un grand merci au ministère de la Culture à l'origine de cette initiative. Michael Coca, Cécile Lausanne, Barbara Penamen, Clémence Lannoy et Maïlis
Clément Bonnet. C'est super, merci à eux. C'est Chouette vraiment- initiative, n'est-ce pas? Super initiative. Et merci évidemment à toute l'équipe de Théma Prod, dont une partie est avec nous ici. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Tout de suite, le petit bonus pour ceux qui nous regardent en rediffusion. Salut! Au revoir. On se retrouve quelques minutes pour notre bonus. Quand vous regarderez cette vidéo, la visite de l'exposition Playground viendra de se terminer. C'était dans le bâtiment qui est juste derrière. Mais nous sommes pour l'heure toujours au MAD Bordeaux, le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux. Dans l'autre bâtiment, cette fois, c'est le bâtiment principal, l'hôtel de Lalande, qui est un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, qui a une histoire assez étonnante. Il a été racheté par la ville, transformé en hôtel de police d'abord, et puis en musée. C'était en 1924, donc vous voyez, ce n'était pas encore le musée des arts décoratifs, mais ça fait déjà bientôt un siècle que ce bâtiment est musée. Toujours est-il qu'entre l'hôtel de police et le musée, une prison a été construite. C'est le bâtiment dans lequel on avait notre exposition Playground, et elle était cette prison en service jusque dans les années 60. L'ensemble s'apprête à subir une grande opération de rénovation portée par les architectes Aymeric Antoine et Pierre Dufour. Ça sera pour les prochaines années et ça sera l'occasion évidemment de revenir ici au MAD Bordeaux. Pour l'heure, je voulais juste vous présenter, qu'on jette un œil à la cour du musée et la cour à l'entrée du musée. Vous savez, ces anciens hôtels particuliers étaient souvent comme ça éloignés de la rue par une grande cour pavée. Il se trouve que cette cour, à l'occasion de l'expo Playground, elle accueille une installation assez particulière, assez étonnante et je crois assez représentative du MAD Bordeaux, qui est un endroit qui cherche toujours à dialoguer entre plusieurs époques. On a vu le côté art déco qu'on vient de traverser, le côté design beaucoup plus contemporain qu'il y avait de l'autre côté au niveau de la prison. Et voilà, j'ai failli me prendre une balle de basket, mais c'est normal. C'est parce qu'on a un playground juste devant le musée à l'occasion de cette exposition sur les sneakers qui s'appelle, je vous le rappelle, Playground. Voilà, c'était le petit bonus, c'était juste un mot pour qu'on voit cette image assez étonnante et encore une fois qui représente bien, je pense, ce bâtiment qu'on vous invite encore une fois à découvrir. Pour l'heure, Culture chez nous en direct, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, à mardi prochain. Bonne soirée.